Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une ce soir. Les hommages à Étienne Tshisekedi. Un an jour pour jour après sa mort, le leader historique de l'opposition congolaise est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Son corps n'a toujours pas été rapatrié au Congo en raison de différends entre la famille et le gouvernement. Les deux parties se rejettent la responsabilité. Reportage dans un instant. À Kinshasa, la foule était là pour lui rendre hommage, mais la dépouille d'Étienne Tshisekedi est toujours à Bruxelles. Le leader historique de l'opposition congolaise n'est toujours pas enterré en raison de différends entre la famille et le gouvernement sur son rapatriement au pays. Les deux camps se rejettent la responsabilité. Reportage tourné à Bruxelles et à Kinshasa, signé Alix Le Bourdon, Thomas Nicolon, Nicolas Germain et Clément Bonnereau. En la cathédrale Notre-Dame du Congo, les partisans d'Étienne Tshisekedi sont venus en nombre lui rendre hommage, avec au premier rang son fils, Félix. Le leader historique de l'opposition congolaise est décédé il y a tout juste un an, à l'âge de 84 ans. Ces Congolais se souviennent de son héritage politique. C'est Étienne Tshisekedi qui nous a appris de bannir la peur. Il nous a appris à combattre la dictature. C'est un héros national. Le monsieur reste toujours leader, il reste toujours gravé dans notre cœur par rapport à son histoire historique du pays. Un an après son décès, le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi n'a toujours pas eu lieu. Son corps est conservé ici à Bruxelles, où il était soigné. À l'origine de ce blocage, un désaccord entre la famille de l'ancien leader d'opposition et le gouvernement. Le clan Tshisekedi accuse le pouvoir de vouloir retarder l'inhumation par peur d'un soulèvement de la population. Le gouvernement, lui, affirme que la famille pose des conditions inacceptables. Nous avons été quelque peu surpris de la tournure que la famille voulait donner à cet événement triste en le politisant. On a voulu conditionner le rapatriement du corps du défunt M. Tshisekedi à des nominations qu'il fallait donner à M. Félix Tshisekedi, ce qui est totalement immoral. Mais je crois que nous sommes habitués aux escapades verbales de ce ministre qui est connu aujourd'hui mondialement pour ses mensonges. Je ne crois pas, ce n'est pas vrai. Nous avons eu des tas d'occasions de politiser cette affaire, notamment le mois de décembre. Un an après sa mort, on ne sait toujours pas quand le corps d'Étienne Tshisekedi quittera la Belgique et sera enfin inhumé sur sa terre natale. Emmanuel Macron se rend ce jeudi au Sénégal pour une visite officielle de 3 jours, reçue vendredi par son homologue Macky Sall. Il sera question d'économie mais aussi d'éducation. Les détails de la visite et les réactions sur place avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. La visite officielle d'Emmanuel Macron débutera vendredi matin par un entretien avec son homologue Macky Sall. Les deux chefs d'État doivent signer des accords, puis ils se rendront à la conférence de financement pour le partenariat mondial sur l'éducation au CICAD, le Centre international Abdou Diouf. Les deux chefs d'État doivent présider ce sommet qui vise à lever des fonds pour l'éducation dans les pays en développement. Alors qu'attendent les Sénégalais de cette visite du chef de l'État français? Écoutez ses réactions recueillies dans les rues de Dakar. Le Sénégal traverse un peu des moments un peu difficiles vis-à-vis de l'éducation. Donc il est venu relever le défi avec le président Macky Sall. Donc nous en sommes très fiers et très contents. L'éducation, c'est la base. Et donc si un président vient ici au Sénégal, un pays africain, nous parler un peu de l'éducation pour sensibiliser les gens, les jeunes surtout, on trouve que ça que c'est bien, quoi. J'aime très bien le président Macron parce que c'est quelqu'un d'ambitieux, de courageux. C'est un jeune qui croit à lui-même. Donc c'est un exemple pour les jeunes Sénégalais. Voilà.
La visite officielle se poursuivra samedi avec un déplacement des deux chefs d'État, cette fois à Saint-Louis, au nord du pays. Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal, construite au XVIIe siècle par les Français, aujourd'hui touchée par le phénomène de l'érosion côtière. Les deux chefs d'État se rendront notamment sur la langue de Barbarie, une zone particulièrement touchée par ce phénomène où des villageois ont déjà perdu leur maison. Au Burkina Faso, c'est plus un ajustement qu'un remaniement ministériel qui a eu lieu ce jeudi avec au tableau 9 arrivées et 7 départs. Le Premier ministre reste en poste. Notez le départ de Simon Compaoré du ministère de la Sécurité remplacé par Clémence Awadogo, ancien ministre du Travail. Parmi les nouveaux visages, Bachir Ismaël Ouedraogo, ancien responsable des jeunes du MPP, parti au pouvoir, nommé au ministère de l'Énergie. Voilà pour ces images signées Kalidoussi et Bengali Touré. L'indignation au Kenya après la suspension des 3 principales chaînes de télévision après leur retransmission de l'intronisation symbolique de Raila Odinga, opposant historique et candidat malheureux à la présidentielle de 2017. Saisie par la société civile, la Haute Cour de Nairobi a ordonné ce jeudi que ces chaînes soient autorisées à reprendre l'antenne dans l'attente d'un jugement sur le fond. Écoutez la réaction du directeur de NTV. C'est une situation très regrettable. Elle va à l'encontre de l'histoire de notre pays. Nos médias sont dynamiques, indépendants. Notre démocratie est florissante. Beaucoup de pays à travers le continent se sont inspirés de nous, y compris concernant nos médias et notre gouvernance. Ce que nous voyons ici est très étrange. 3 chaînes de télévision qui ont un auditoire de plus de 70-80% à travers le pays sur la télévision gratuite sont hors antenne. Tout cela ne présage rien de bon. Le nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, rattrapé par son passé. Des historiens affirment qu'il fut l'un des architectes de massacres qui ont coûté la vie à environ 20 000 personnes. C'était au début des années 80. Il était alors ministre de la Sécurité d'État de Robert Mugabe. Ces ruines sont celles d'un camp de détention dans le Matabeleland, dans le sud-ouest du Zimbabwe. Jokonia Moyo a été incarcéré ici en 1984 pour avoir participé à un rassemblement de la ZAPU, un parti politique rival de la ZANU-PF de Robert Mugabe. Pendant sa captivité, il a été roué de coups et forcé de torturer ses codétenus. Beaucoup de gens sont morts ici, des frères, des amis. Les survivants portent toujours ces blessures. Ils ont des cicatrices sur tout le corps. Imaginez ce que c'est d'être fouetté avec des ronces, les épines qui restent plantées dans votre corps. Entre 1983 et 1984, environ 20 000 Zimbabwéens ont été tués par le régime de Mugabe. Des hommes, des femmes et des enfants majoritairement issus de l'ethnie Ndebele. Cette répression de l'opposition est connue sous le nom de massacre de Gukurahundi. Quand nous sommes arrivés à Balagwe, nous avons trouvé des fosses communes. Il y avait eu tant de morts ici que partout où nous posions les pieds, le sol était glissant à cause des mares de sang. Depuis la chute de Robert Mugabe en novembre 2017, la parole des survivants se libère. Ils demandent que la justice leur soit rendue et interpellent directement le nouveau président Emmerson Mnangagwa. À l'époque des massacres, il était ministre de la Sécurité d'État. Aujourd'hui, il rejette toute responsabilité personnelle. Nous ne supplierons pas Mnangagwa de s'excuser ou de nous dédommager. Nous n'avons rien à lui dire de plus. Nous savons quel a été son rôle dans le massacre de Gukurahundi. Il était là et il a du sang sur les mains. Robert Mugabe avait simplement qualifié ces massacres de moments de folie. Fin 2017, les familles de victimes ont demandé que les corps de leurs proches soient exhumés des fosses communes pour recevoir une sépulture décente. Mais ils se font peu d'illusions, beaucoup de dirigeants de l'époque sont toujours au pouvoir. Pendant 2 ans, des milliers d'Ougandais atteints du cancer se sont retrouvés sans soins. En cause, une panne, pas n'importe laquelle, celle de l'unique machine de radiothérapie du pays. Cette machine vient à peine d'être remplacée, mais vous allez le voir, cela ne règle pas tout. Reportage signé Thaïs Brook. C'est un jour de fête
et de soulagement. Il y a 21 mois, la panne de la seule machine de radiothérapie du pays a causé une crise politique majeure en Ouganda et provoqué un tollé dénonçant l'effondrement du système de santé publique. L'ancienne machine fonctionnait mal depuis des années, rendant les traitements longs et souvent inefficaces. Son héritière est aujourd'hui prête à l'emploi. Nous allons pouvoir traiter plus de patients et nous ferons en sorte de réduire l'attente. Nous pourrons soigner plus de patients et nous les soignerons mieux. Pour beaucoup, cette nouvelle machine est une question de vie ou de mort. Barbara a 37 ans, elle est la mère de 6 enfants. Son cancer du col de l'utérus est à un stade avancé. Après avoir voyagé des centaines de kilomètres pour rejoindre Kampala, elle a dû dormir par terre devant l'Institut contre le cancer par manque de moyens. Elle a désormais un lit grâce à ce centre de soins caritatifs. Mais alors que la nouvelle machine lui a rendu espoir, elle a peur de devoir attendre trop longtemps pour obtenir son traitement. Je savais que l'équipement était cassé. Mais en décembre, j'ai entendu dire que cette nouvelle machine fonctionnait et que certains patients avaient été traités. Il y avait vraiment beaucoup de gens, de nouveaux patients qui arrivaient, plus ceux qui attendaient déjà. C'est devenu très difficile de se faire soigner. La liste d'attente n'est pas la seule explication à ces délais. Les soins sont censés être gratuits, mais des patients aisés paieraient pour être soignés en priorité au détriment des plus pauvres. Les responsables de l'Institut disent être au courant de ces accusations et assurent vouloir en finir avec ces pratiques. Un souhait qui risque de rester lettre morte tant que les médecins ne seront pas mieux rémunérés. C'est la fin du Journal de l'Afrique. La suite de Paris Direct avec Mariam Pirzadeh. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.